Merci beaucoup, Excellence. Madame Domenac, vous avez été très patiente toute cet après-midi. Mais maintenant, c'est le moment de nous donner les grandes lignes du programme qui a été annoncé il y a quelques semaines par le Premier ministre et que vous avez la lourde charge de mettre en place, prévenir pour protéger. Madame Domenac, vous avez la parole. Merci Madame la Sénatrice. Je me suis instruite tout au long de cet après-midi et je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pris l'initiative de cette rencontre et puis remercier les intervenants. C'est important pour nous de s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs et donc c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai rencontré notamment le docteur Nouaimi et que je m'instruis de la pratique de Itidal. Je suis heureuse également d'entendre des experts formuler des analyses très souvent d'ailleurs utiles sur les évolutions et reconfigurations de la menace endogène, car s'il en était besoin, l'attaque d'hier nous confirme que si la territorialisation de Daesh au Levant a connu un échec cinglant, et c'est quand même important de le souligner, la territorialisation de Daesh au Levant a été un échec et nous avons gagné au Levant, ce qui ne signifie pas que nous avons gagné d'une manière générale. Toutefois, la menace endogène, mais également les possibilités de reterritorialisation djihadistes sont extrêmement préoccupantes. Utile aussi d'entendre des voix de l'étranger, parce que si la France a été et demeure en première ligne face à la radicalisation, à tel point que certains outre-Atlantique ont pu qualifier la radicalisation de phénomène français ou francophone, la France évidemment n'est pas seule, et puis la radicalisation a frappé ailleurs, on le voit aujourd'hui en Égypte. Donc la tâche est immense, elle est partagée et nous devons apprendre bien entendu les uns des autres avec la conscience et bien entendu que nos sociétés sont différentes. Le plan de prévention de la radicalisation, Prévenir pour protéger, qui a été présenté par le Premier ministre le 23 février, prend acte de ce constat simple. La radicalisation s'est installée dans notre pays. Pour y faire face, il nous faut à la fois renforcer l'arsenal antiterroriste et densifier notre dispositif de prévention. Donc il nous faut à la fois un dispositif très robuste de lutte contre le terrorisme, c'est ce à quoi le gouvernement s'est attaché dès son arrivée et qui a abouti à la loi du 30 octobre sur le renforcement de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme. Mais il nous faut également, pour compléter ce dispositif antiterroriste, un dispositif de prévention de la radicalisation. Vous savez ou vous ne savez pas, en tout cas je vous le dis, que ce plan de prévention de la radicalisation est le premier spécifiquement dédié à la prévention de la radicalisation. Il y avait eu 2 autres plans antérieurement, en 2014 et en 2016, qui inscrivaient les mesures de prévention de la radicalisation avec d'autres de lutte antiterroriste. Aujourd'hui, on reconnaît donc la prévention de la radicalisation comme une politique publique spécifique. En France, c'est une politique nouvelle. Jusque 2014, nous n'avions pas de dispositif de prévention de la radicalisation au sens où nous articulerions logique de sécurité et logique sociale. Car c'est bien de ceci qu'il s'agit, puisque la radicalisation met en cause non seulement notre sécurité, mais également notre cohésion sociale. Il n'est qu'à regarder les réactions aux attaques, à l'attaque d'hier pour constater les mises en cause de notre cohésion, avec parfois d'ailleurs des rumeurs et bien entendu une exploitation du malheur causé par cette attaque. Quelles sont les chances pour ce plan de réussir mieux que ses prédécesseurs? Je dirais
très simplement que ce plan est évidemment instruit de l'expérience, y compris de nos tentatives inabouties et même de nos échecs. Et puis je dirais très franchement également que ce plan se fixe des objectifs modestes. Vous aurez peut-être noté que la terminologie de la déradicalisation a disparu des discours publics. On leur préfère les termes de prévention et de désengagement. Prévention et désengagement, c'est sans doute plus réaliste que le terme de déradicalisation qui, en tout cas en France, a nourri des attentes excessives. On ne déprogramme pas quelqu'un comme un logiciel défectueux. En revanche, il faut se concentrer avec sérénité mais avec sérieux sur la prévention et le désengagement avec l'objectif d'activer des anticorps. Prévention d'abord, le plan qui comporte 5 axes, j'en ai des versions en français et des versions en anglais pour ceux que ça intéresse. Le plan qui comporte 5 axes au type de la prévention, ce sont les premiers axes insistent en amont sur l'école. Je vais très vite. L'école pour défendre bien entendu les valeurs républicaines, y compris en réinvestissant des quartiers où la démission de la République a pu alimenter la radicalisation. Ceci s'inscrit également évidemment en convergence avec un prochain conseil interministériel des villes. Un dispositif de détection à l'école qui est évidemment essentiel et qui a beaucoup progressé. Un dispositif de travail en réseau localement avec les élus locaux. Jean-Charles Brizard parlait tout à l'heure de la coopération avec les élus locaux. Il est essentiel d'intensifier le travail avec les maires, s'agissant non seulement du contrôle des établissements privés hors contrat, dont nous allons réformer le régime législatif parce que nous sommes confrontés à une augmentation des scolarisations dans des établissements privés hors contrat qui font l'objet en France d'un régime extrêmement léger au regard des enjeux et donc désormais caduque. Donc on reste dans un régime d'autorisation, mais avec des délais d'opposition allongés et unifiés pour l'État. Renforcer également les défenses des élèves, c'est absolument essentiel, en systématisant l'éducation aux médias et à l'information et en développant leur culture du débat, alimenter les ressources pédagogiques des professeurs, et d'ailleurs ceux d'entre vous qui en auraient la curiosité pourraient vous rapporter au site qui existe déjà EduScol, Canopé, Clémy pour l'éducation nationale et qui apporte beaucoup de matière pour ouvrir l'école à des intervenants extérieurs, c'est évidemment essentiel. Impliquer les acteurs de l'Internet dans la protection des citoyens, on en a abondamment parlé. Internet ne crée pas la radicalisation, je le souligne. Les causes de la radicalisation sont dans le monde réel, mais Internet évidemment amplifie la radicalisation. Il nous faut donc à la fois améliorer le retrait de contenu et nous y travaillons significativement en lien avec les Britanniques à mobiliser la communauté internationale pour obtenir des acteurs de l'Internet des engagements plus sérieux. On reste dans un régime de liberté, mais d'ores et déjà les acteurs de l'Internet retirent automatiquement des contenus de haine et terroristes autant qu'ils le font pour les contenus pédopornographiques. Donc il y a déjà une amélioration. Lutter contre ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique qui renvoie évidemment des jeunes en voie de radicalisation à un monde, à une espèce de bulle qu'il nous faut pouvoir percer. Là aussi, les acteurs de l'Internet y travaillent très sérieusement. Et puis développer le contre-discours, j'y reviendrai peut-être dans les questions. La France, évidemment, c'est son ADN, a commencé par travailler au contre-discours institutionnel. On a développé les pages Stop Djihadisme. Depuis, beaucoup a été fait. Nous encourageons les acteurs de la société civile à développer un contre-discours de la société civile. Ça foisonne dans tous les sens.
L'État n'est évidemment pas celui qui peut écrire le contre-discours, y compris d'ailleurs humoristique ou religieux, mais il est celui qui doit encourager. Et je me félicite que se multiplient des initiatives. On me parlait récemment de ce jeune homme dans les lycées de Marseille, Selman Reda, qui présente une interprétation du Coran, qui évidemment parle à des jeunes qui ont besoin de savoir et d'entendre que l'islam peut être autre chose que ce au nom de quoi certains les incitent à tuer. Je vais rapidement, parce que je ne voudrais pas vous assommer en cette fin d'après-midi. Comme l'a indiqué Jean-Charles Brizard, on insiste beaucoup sur le renforcement du dispositif de détection en lien avec les capteurs locaux, parce que c'est essentiel. Et donc, compléter le maillage de détection qui permet une prise en charge en amont, dans l'entreprise, dans l'université, dans le monde du sport, dans les administrations. Mieux prévenir, c'est également anticiper pour mieux comprendre, mettre en réseau les dispositifs de prospective entre nous, entre différents pays, et puis associer les chercheurs en sciences sociales à la compréhension du phénomène. À cet égard, l'accès qui est prévu pour les chercheurs en sciences sociales au fameux fichier FSPRT dans des conditions évidemment de sécurité sera essentiel. Et le Premier ministre a annoncé une réunion prochaine du Conseil scientifique qui, auprès de lui, permet de mobiliser la recherche au service de l'action. Professionnaliser les acteurs en mobilisant également non seulement les acteurs de droit commun, pas de gourou autoproclamés de la radicalisation, mais les acteurs de droit commun, c'est essentiel. Mobiliser également les professionnels de santé mentale, non pas parce que la radicalisation est d'abord un enjeu de santé mentale, mais parce que la réponse en santé mentale apporte une plus-value. Et puis mobiliser aussi le réseau du droit des femmes, parce que c'est également un enjeu pour les femmes et que les femmes sont une partie de la réponse. Enfin, bien entendu, adapter le désengagement, et ici je voudrais souligner que le désengagement et la réinsertion commencent pour nous, notamment pour les mineurs de retour du théâtre syro-irakien. Vous savez que la France a le triste privilège d'avoir un nombre important de mineurs sur zone. On considère que nous avons 500 mineurs sur zone, dont la moitié aurait de moins de 5 ans. 77 sont revenus, donc 80%, donc les 4/5e ont moins de 8 ans. Ce qui veut dire à la fois qu'il faut relativiser le phénomène, mais en même temps prendre la mesure de l'enjeu de long terme. Et donc, c'est un suivi dans la durée que nous nous fixons pour ces mineurs de retour, un suivi qui tienne compte de la spécificité de ces enfants, évidemment, à la fois victimes, mais potentiellement dangereux. Adapter le désengagement, c'est mieux suivre les détenus en pénitentiaire, mais également en milieu ouvert. Et également, vous savez, la ministre de la Justice l'a annoncé, réformer et créer des nouvelles places de détention. 1500 places vont être créées pour des détenus radicalisés. Nous retenons le principe de la séparation. Là aussi, nous apprenons de nos expériences passées. Enfin, nous devons préparer la sortie pour éviter les sorties sèches, et puis poursuivre l'expérimentation qui a été initiée en Île-de-France d'une prise en charge individualisée de personnes sous main de justice, comme d'ailleurs ça fonctionne en dehors de nos frontières à Ruse. Voilà, en conclusion, un plan de mobilisation, mais un plan réaliste. Nous ne pensons pas avoir la baguette magique, c'est pour ça que ça nous intéresse d'entendre ce que les autres pays font. Et ni déni parce que la menace existe, ni panique parce que c'est démobilisateur. En revanche, il nous faut continuer de nous mobiliser et accélérer notre mobilisation. C'est le message de ce plan. Je vous remercie de votre attention et évidemment je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions. Ah oui, Madame de Meynac, nous nous sommes vus à de nombreuses reprises et c'est vraiment... All right, thank you.